essentielle. Alors, la question qui se pose, c'est quoi comme les populations de taille, des populations de taille infinie, on ne peut pas calculer la moyenne ou bien l'écart-type ou bien les variances de manière facile. Pour cela, il y a la statistique inférentielle qui résout ce problème-là. Donc, comme vous voyez dans la figure, on a la population de paramètres pi, mu et sigma au carré. On prélève un échantillon de cette population. On prélève un échantillon de taille n finie de cette population. Et on fait une déduction statistique descriptive, c'est-à-dire en essayant de calculer les différentes caractéristiques de l'échantillon, comme la moyenne, la variance, etc., avec une statistique descriptive. Mais la question qui se pose, est-ce que les paramètres de l'échantillon, c'est-à-dire la moyenne, la variance, l'écart-type de l'échantillon, est représentatif par rapport à la population? C'est-à-dire, est-ce que X bar de l'échantillon, c'est-à-dire la moyenne de l'échantillon, égale à la moyenne de la population? Alors, la réponse de cette question est dans la statistique inférentielle. C'est clair à ce stade-là? Oui, c'est clair. C'est clair. Alors, comme vous voyez, l'inférence statistique a pour but d'étendre les propriétés de l'échantillon à la population entière et de valider ou de rejeter des hypothèses. Comme des hypothèses, par exemple, on peut considérer que l'hypothèse X bar égale à mu est une hypothèse. C'est-à-dire, on cherche à savoir est-ce que X bar de l'échantillon égale à mu de la population, c'est-à-dire la moyenne de l'échantillon, est-ce qu'il est compatible avec la moyenne de la population? Voilà une hypothèse à tester, est-ce qu'il est validé ou bien n'est pas validé. Pour cela, on passe à un test. On prend la décision, est-ce qu'on peut valider ou bien rejeter l'hypothèse à l'aide d'un test statistique. Donc, c'est quoi le but d'un test statistique? Le test statistique nous aide à tester les paramètres observés, c'est-à-dire à tester les paramètres de l'échantillon. Est-ce qu'il est compatible avec la population ou non, en utilisant des hypothèses? Il y a deux types d'hypothèses, l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. On va voir par la suite la définition la plus précise de ces deux hypothèses. Donc, le but d'un test statistique est considéré pour accepter ou bien rejeter les hypothèses. C'est-à-dire, est-ce que par exemple... الافراد يطلبوا من شي حد اللي كاين على برا شي وحده من المؤسسات اللي كاينه. Recommencer. Donc, on recommence par le test statistique. Donc, le but comme j'ai déjà dit, que le but de test statistique est de nous aider à tester les paramètres observés, est-ce qu'il est compatible avec les paramètres de la population ou non. C'est-à-dire, ici, est-ce que X bar de l'échantillon égale à, par exemple, mu de la population? Est-ce que la variance S au carré de l'échantillon égale à sigma au carré de la population? Et comme ça. Il y a des exemples ici. Une industrie pharmaceutique, le nouveau médicament développe-t-il donc par exemple une entreprise cherche à savoir si elle a intérêt à renouveler son pack informatique ou non. Des experts par exemple à savoir si un produit vérifie
les normes en vigueur ou non. Ce sont tous des hypothèses à tester. Est-ce qu'elle est vraie ou on peut le rejeter? Un test d'hypothèse. C'est quoi un test d'hypothèse? Un test d'hypothèse est un concept qui permet de prendre une décision sur la base des informations sur un échantillon. Il existe plusieurs types de tests selon les hypothèses étudiées. On va commencer tout d'abord par le test de conformité. Le test de conformité, c'est un test de comparaison. On compare les paramètres de la population à une valeur standard sur un échantillon. Comme vous voyez dans la figure ici, dans la boule rouge, on a la population. On a la moyenne de la population, mu. Et dans la boule, suivante, on a l'échantillon, l'échantillon de taille n, et on a la moyenne de l'échantillon x bar. Donc, le test d'hypothèse nous permet de répondre à la question est-ce que x bar conforme à la valeur attendue mu? C'est clair? C'est clair pour le test de conformité? Nesrine, les collègues auront l'occasion de poser des questions à la fin. Donc, vous pouvez continuer. C'est bon, d'accord. Par exemple, est-ce que le taux de glucose moyen mesuré dans un échantillon d'individus traités est conforme au taux de glucose moyen connu dans la population? Donc, voir cet exemple-là. On veut calculer le taux de glucose moyenne, mais on ne peut pas mesurer ou bien tester le taux dans le monde entier. On ne peut pas faire des tests dans le monde entier. Mais on peut faire un test sur un échantillon d'individus. C'est ça l'idée. L'idée de ces tests de conformité est de prolonger les résultats de l'échantillon sur la population en utilisant ces tests-là, comme le test de conformité. Maintenant, pour le test d'homogénéité. Le test d'homogénéité permet de comparer les paramètres de deux populations. C'est-à-dire, on a deux populations. On a la population 1 et la population 2. Par exemple, on a les variables aléatoires de la population 1 suivant la loi normale de paramètres mu 1 et sigma 1. Et on a la population 2, les variables aléatoires de cette population sous la loi normale de paramètres mu2 et sigma 2. Donc, on prélève pour chaque population un échantillon aléatoirement de paramètres N1, la taille de l'échantillon, X bar 1, la moyenne de l'échantillon, et S1 au carré, c'est la variance. Et la même chose pour l'échantillon 2. Et voilà, on pose l'hypothèse. Est-ce que, par exemple, ici, ce sont des hypothèses à la base de la variance. Est-ce que la variance de la population 1 égale à les variances de la population 2 ou non? Donc, voilà, c'est le test d'homogénéité. Par exemple, on veut calculer le taux de glucose pour les femmes et les hommes. Voilà, la population 1, c'est le taux de glucose pour les femmes et la population 2, c'est pour les hommes. Voilà un exemple. Passons maintenant les types d'hypothèses. On a deux types d'hypothèses. C'est très important de savoir ces deux types-là. On a l'hypothèse H0, dite l'hypothèse nulle, et s'appelle l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, c'est celle que l'on considère vraie, a priori. Comme la démonstration par absurde. On pose une hypothèse en supposant que vraiment elle est vraie. Donc, et la deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse H1, est dite alternative. Une hypothèse H1 est dite alternative si elle est différente de H0.
Par exemple, CH0 ici, comme vous voyez ici, on a le H0 dit que la variance de la population 1 est égale à la variance de la population 2. Alors, H1, c'est la différence. H1 dit que ce sont différents. Voilà. Donc, on a deux types, l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. Mais passons maintenant au type de test. C'est quoi les types de tests? On a le test bilatéral. C'est quoi un test bilatéral? Le test bilatéral, on considère l'hypothèse alternative se décompose de deux parties. De deux parties, comme dans le cas, dans l'exemple ici. Comme dans l'exemple ici, on a H1 égale dit que la variance de la population 1 différente de la population 2. C'est-à-dire ici, on a deux parties. La première partie dit que peut-être la variance de la population 1 inférieure stricte à la population 2 ou bien supérieure stricte. Alors, on a ici deux parties. Voilà l'exemple. Si H1 consiste à dire que l'échantillon de la population avec une fréquence de fumeurs P est représentatif de la population globale avec une fréquence de fumeurs P0, on pose alors deux hypothèses. La première hypothèse, c'est l'hypothèse nulle, dit que P est égal à P0, c'est-à-dire que l'échantillon représente bien la population. Et H1 dit que non, l'échantillon ne représente pas la population, c'est-à-dire P, c'est-à-dire la fréquence de fumeurs dans la population n'égale pas la fréquence de fumeurs de l'échantillon. Donc, le test sera bilatéral car on considère que la fréquence P peut être supérieure ou inférieure. Voilà, c'est pour cela il dit bilatéral. On a deux parties. Voilà, ici, on a le test unilatéral. Le test unilatéral, on dit le test unilatéral lorsque l'hypothèse alternative se compose d'une seule partie, soit inférieure égale, soit inférieure, et inférieure stricte, soit supérieure stricte. Par exemple, si on fait l'hypothèse que la fréquence du fumeur dans l'échantillon P est supérieure à la fréquence du fumeur dans la population P0, on pose alors H0 dit que P est égal à P0 et H1 dit que P supérieur strict à P0. On dit que c'est un test unilatéral à droite. Et le contraire, on dit que c'est un test unilatéral à gauche. Passons maintenant à un exemple introductif. J'aimerais bien faire cet exemple-là pour bien comprendre le concept de test d'hypothèse. On a un fabricant de lessive. Lessive, c'est un produit d'hygiène, de détachement comme Ariel, Tide, Omo, etc. Un fabricant de lessive prétend que son produit est efficace dans 75% des cas. Une association de consommateurs désire tester le produit. Voilà un test. L'association désire tester le produit. Est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il est efficace à 75% ou non? Donc, à notre problème, on associe le modèle statistique suivant. Notons par X la variable aléatoire qui donne. À notre problème, on associe le modèle statistique suivant. Notons par X la variable aléatoire qui donne le résultat de l'utilisation de détachant sur un vêtement. Il est clair que le X, le variable aléatoire, sous la loi de Bernoulli. Pourquoi? Parce que c'est un test, c'est une loi d'échec et de succès. C'est-à-dire X va vous si la tâche disparaît, c'est bon. Et X est égal à 0, c'est la tâche persiste avec une probabilité P et 1 moins P. Donc, X suit la loi Bernoulli de paramètre P. C'est clair.
Alors, on prélève un échantillon. On a X, c'est le résultat de l'utilisation des tachons sur un vêtement, sur des vêtements. Mais on peut pas tester le produit sur tous les vêtements du monde. C'est pour cela on fait un prélèvement, un échantillon aléatoire, soit X1, X2, X3 jusqu'à X100, un échantillon aléatoire relatif à X. Alors, la fréquence, la fréquence vaut la somme des XI sur 100. Et le meilleur estimateur de P. Pardon, Ustad Nesrine, juste une petite remarque. Peut-être il y a d'autres collègues qui vont entrer, si vous pouvez les admettre. Oui, bien sûr. Merci. Alors, on a deux types de, comme j'ai déjà dit, il y a deux types d'hypothèses, l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. C'est le même ici. Pour l'hypothèse nulle, on suppose que P est égal à 75%. C'est une hypothèse soutenue par le fabricant. Pourquoi? Parce que le fabricant a dit ici que prétendent que son produit est efficace dans 75% des cas. C'est l'hypothèse du fabricant. Donc, et voilà, et ici, la deuxième hypothèse, c'est-à-dire l'hypothèse alternative, H1, dit que P inférieur strict à 0,75. Pourquoi inférieur? Pourquoi n'est pas supérieur? Ici, on utilise le test bilatéral à gauche. Pourquoi on choisit ce test-là? Parce que l'association, elle est intéressée de rejeter ou bien de ne pas accepter le produit si P inférieur strict à 0,75%. C'est pour cela H1 égale à H1 représente comme celui-là. Alors, avec un peu de bon sens, l'association suit la procédure suivante. Alors, l'association, avec de bon sens, dit que si F, c'est-à-dire F, c'est la proportion des 100 vêtements tachés et testés pour lesquels le produit est efficace. Si F, c'est-à-dire si les proportions des vêtements sur lesquels le produit est efficace supérieure à 70%, on accepte le produit, donc pas de poursuite judiciaire. Sinon, si F inférieur strict à 70%, on refuse. Si vous avez des questions, il suffit juste de noter la page dans laquelle vous avez des questions à poser. Donc, comme vous voyez ici, dans la figure, on a ici un segment gradué, on a 70%, 75%. Donc, si F inférieur à 70%, on rejette. On a R ici. R, c'est-à-dire on rejetait l'hypothèse nulle, c'est-à-dire l'hypothèse de fabricant. Sinon, si F supérieur ou égal à 70%, alors NR, c'est-à-dire non rejeté. On accepte le produit, on accepte l'hypothèse. Voilà. Donc, où F est la proportion des 100 vêtements tachés et testés pour lesquels le produit a été efficace. Cette procédure, c'est-à-dire la procédure et cette procédure et les étapes qu'on a déjà vues, s'appelle la règle de décision. Et c'est qui est égal à 60% s'appelle la valeur critique de test. Voilà, ce sont juste des définitions à bien comprendre et à bien graver dans la mémoire. Donc, si F supérieur ou égal à 70%, H0 accepté. Si F inférieur strict à 70%, on refuse. Remarque, R1 qui est égal à 0,0 jusqu'à 0,7
zone de rejeté de H0, c'est la région critique, cette région-là. Voilà, cette région-là, de 0 jusqu'à 70, c'est-à-dire c'est la fréquence, c'est la proportion des vêtements tachés, et dans lesquels le produit a été efficace. Si il est inférieur à 70%, on rejetait l'hypothèse nulle. Donc, l'intervalle ouvert, il dit la région critique. Et au contraire, pour l'intervalle fermé 0,7 jusqu'à 1, c'est la zone de non-rejeté H0, c'est-à-dire la zone d'accepté H0, c'est la région d'acceptation. On passe à les types d'erreurs. Pourquoi on dit les types d'erreurs? Pourquoi on dit erreur? Parce que dans la statistique inférentielle, il n'y a pas de décision 100% vraie. Il y a toujours des erreurs, il y a toujours des moments à se tromper. Pour cela, il y a des erreurs à commettre. On rejetait H0 alors que H0 est vrai. On peut rejeter H0 alors que H0 est vrai. Ça peut être fait. On l'appelle erreur de première espèce. C'est bon? Pour le deuxième type d'erreur, on ne rejette pas H0 alors que H1 est vrai. C'est-à-dire on accepte H0 alors que H1 est vrai. C'est une erreur. On dit que c'est une erreur de seconde espèce. Donc, on dit la probabilité de commettre l'une ou l'autre erreur. Pour l'erreur de premier aspect, la probabilité de commettre cette erreur-là s'appelle alpha, s'appelle le risque de première espèce. Et pour la probabilité de commettre l'erreur de seconde espèce, c'est-à-dire de rejeter H0 alors que H1 est vrai, d'accepter H0 alors qu'il faut accepter H1 s'appelle le risque de seconde SP. Et finalement, voici un tableau résumant toutes les situations. Voilà. Si on rejette H0 sachant que H0 est vrai, c'est erreur de première espèce. Et si on accepte, c'est-à-dire non rejeté H0, sachant que H0 est vrai, on accepte, c'est-à-dire H0, sachant que H0 est vrai, bonne décision. Et la même chose, si on rejette H0 alors que H1 est vrai, bonne décision. Et si on accepte H0 alors que H1 est vrai, erreur de deuxième espèce. Et voilà, merci pour votre participation. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, Nesrine, pour votre exposé qui était clair et concis. Alors, si vous avez des questions, comme a dit votre collègue, donc posez-les, s'il vous plaît. Une chose, s'il vous plaît, ne réactivez votre micro que si vous voulez prendre la parole. Si vous avez des questions, posez-le dans Pardon? Merci à vous, merci à vous. Si vous avez, s'il te plaît, acceptez l'invitation. D'accord, pardon. Je vais accepter s'il y a quelqu'un ici. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. أساسي كتسمعوني؟ وي كنسمع مزيان. l'exposé كان واضح. عندكم شي question؟
عندكم شي question même في le concept en général واش فهمتوا le concept مزيان أستاذة نسرين ايه مرحبا بالنسبة للبروجي إلا ممكن ترفعي صوتك أستاذة واخا قلت لك أول حاجة بدا شكرا على التقديم ديالك مرحبا كان مزيان Merci. juste une petite remarque concernant les risques de première espèce et deuxième espèce. La remarque يمكن نسيتي ما ذكرتيهاش هو أنه باش يكون واحد لو تيست. S'il vous plaît, Seda, juste une petite remarque. Juste une petite remarque, s'il vous plaît, pour les collègues qui n'ont pas encore désactivé leur micro. Donc, je vais citer les noms. Jafar, Asma Afrahan, Khawla Al-Wittab. S'il vous plaît, désactivez vos micros. Donc, ne les réactivez que si vous voulez prendre la parole. Et juste après, désactivez-les, s'il vous plaît. C'est clair. D'accord. Merci. D'accord. Oustada Salima, n'est-ce pas? Oui. كاين واحد لا رومارك ما عرفتش ذكرتيها ولا ما بديتش Oui, oui. Pour avoir un bon test statistique, il faut minimiser les deux effectivement. Risques. Le premier risque d'espèce et le deuxième. Un bon test. Oui, effectivement, vraiment, c'est une bonne remarque. Donc, pour avoir une bonne décision, il faut avoir minimisé les risques. C'est clair, c'est logiquement, pour avoir des risques, pour avoir des bonnes décisions, il faut minimiser le risque de commettre des erreurs. Et pour les tests d'hypothèse, il y a vraiment quasiment des choses. Il y a des tests, comme vous savez, Oustada Salima, des tests de Kolmogorov, de Kidou, de vraisemblance. C'est pour cela, j'ai essayé de minimiser les informations pour concentrer et comprendre tout d'abord Déjà, vous avez entamé le test d'hypothèse de conformité. Il y a d'autres tests, il y a d'homogénéité, il y a de Q2, mais ça se passe bien de connaître tout d'abord le test de conformité. Ça se passe très... Pardon, je définis aussi le test d'homogénéité. Je définis deux types de tests, le test d'homogénéité et le test de conformité. D'accord, c'est bon. Merci à vous. Merci à vous, merci. Tout d'abord, merci. Il y a une question de la part de Bahi. Il dit tout d'abord, merci pour votre exposé. Concernant le choix de la valeur critique de test, est-elle arbitraire ou dépend de quelque chose? Oui, d'accord. La valeur critique. La valeur critique, comme vous voyez ici, un fabricant, il prétend, c'est-à-dire que la valeur critique, elle dépend de l'utilisateur, il dépend de nous. On fixe, d'après nos expériences, d'après notre travail, on fixe une valeur critique. Par exemple, je dis que voilà, d'après mes expériences, je pense. Voilà, je pense. C'est pour cela que je dis qu'il y a des erreurs. Il y a des erreurs toujours dans les décisions. Il n'y a pas quelque chose de 100%, accepté ou bien de 100% rejeté. Donc, pour les valeurs critiques, elles dépendent de nous. Voilà. Merci pour votre question. Si vous avez des questions. Mademoiselle Nesrine, une petite question. Oui. Pourquoi vous avez choisi F inférieur à 70 et non inférieur à 75? 75, oui. Donc, attendez-moi pour accepter quelques invitations.
Donc, comme j'ai déjà dit dans l'exemple, avec un peu de bon sens, l'association suit la procédure suivante. C'est une décision de la part de l'association. C'est-à-dire, l'association dit que le fabricant a fixé le 75% pour la population tout entière. Il dit que un fabricant prétend que son produit est efficace à 75% des cas, c'est-à-dire des cas dans les possibilités tout entières. C'est pour cela qu'ils ont choisi 70. Ils ont minimisé un petit peu le seuil parce qu'il a traité, le produit juste sur 100 vêtements. C'est pour cela qu'ils ont juste un peu de bon sens de la part de l'association. Il n'y a pas quelque chose... Alors, on peut prendre que l'hypothèse nulle, c'est 70%. Effectivement. Juste, c'est un bon sens de la part de l'association. Ce n'est pas quelque chose de règle générale. Merci. De rien, avec plaisir. Alors, si vous avez des questions, est-ce que vous avez bien comprendre le concept de la statistique inférentielle? Quelqu'un entre vous peut me dire c'est quoi la différence entre la statistique inférentielle et la statistique descriptive qu'on a déjà vu dans le chapitre précédent? Quelle est la différence entre les deux, la statistique inférentielle et la statistique descriptive? Pourquoi nous avons besoin de l'inférence statistique? Pourquoi? Monsieur Bahi dit la taille de l'échantillon. Pas beaucoup. La taille, oui, mais ce n'est pas de l'échantillon. Effectivement, Oustaz Azara. La statistique inférentielle, elle est considérée pour les populations de taille infinie. C'est-à-dire, pour les populations de taille infinie, on ne peut pas calculer les paramètres comme la moyenne. On ne peut pas faire la somme I de 1 jusqu'à N, jusqu'à l'infini de X. Et ce n'est pas pratique. On peut le faire, la somme, mais ce n'est pas facile. Pour cela, on fait des tests. On fait l'inférence statistique. Il nous aide à résoudre ces problèmes-là. C'est clair pour tout le monde? Juste une petite remarque, mais إضافة بالنسبة للstatistique inférentielle. Oui. بالنسبة les hypothèses de la statistique inférentielle. Oui, c'est clair, merci. La population est considérée comme un Effectivement. Les lois des différentes variables de la population sont généralement inconnues. Peut-être inconnu, peut-être suit la loi normale. Oui, inconnu, ou bien partiellement inconnu. On connaît la loi de la population, mais on ne connaît pas la loi de chaque paramètre. Effectivement. On peut faire comme hypothèse que, par exemple, une population suit la loi, les paramètres, les variables aléatoires de la population, ou bien la population toute entière suit la loi normale. Oui. Si on fait, par exemple, si on trace la courbe, on voit que la courbe est comme un cloche, on peut considérer que, comme hypothèse, on peut l'approcher par la loi normale. Voilà, on peut l'approcher. Merci pour votre clarification. Merci à vous. Si vous avez des questions concernant les tests, nous avons dit que il y a deux types de tests,
il y a beaucoup de tests, il y a beaucoup de types de tests, mais particulièrement dans l'exposé, j'ai cité juste deux, de conformité et d'homogénéité. De conformité, si on veut calculer ou bien comparer les paramètres de l'échantillon et les paramètres de la population tout entière. Par exemple, on peut comparer la moyenne de la population avec la moyenne de l'échantillon. Et pour le test d'homogénéité, on peut comparer deux populations, comme j'ai déjà dit dans l'exemple. Par exemple, le taux de glucose chez les femmes, population 1,